Sophia, en plus d'être avocate, tu as été élue à Béziers à seulement 23 ans, je crois. 24 ans, oui. 24 ans. Et tu peux nous parler de ça? Comment on devient élu? Enfin, je sais pas, raconte-nous. J'ai commencé mon engagement politique à l'âge de 12 ans. J'étais déléguée de classe de ma classe de 5e et il y a eu les élections dans le collège. Euh, on a été élus à l'unanimité, conseiller municipal des jeunes de la ville de Béziers. Et c'est là où j'ai mis mes premiers pas dans cette salle du conseil municipal de Béziers. C'est très beau, c'était très solennel aussi. Et j'ai œuvré pour la ville dès l'âge de 12 ans, effectivement, jusqu'à que j'ai 24 ans, où j'ai été élue de la République en suffrage universel direct. J'ai rencontré donc... Du coup, ça se passe comment? À 24 ans, tu es élu? Ah, c'est ouf. Donc, tu es député, c'est quoi le titre? Non, tu es conseillère municipale, en fait. Donc, je suis passée de conseillère municipale des jeunes, donc un engagement de mes 12 ans jusqu'à mes 23 ans, où je faisais plein d'actions pour la ville de Béziers. Comment on devient élu à 12 ans? On a l'impression que tu nous fais une Oussama Hamar, là. J'ai été élue par mon collège, les élèves du collège, conseillère municipale des jeunes du collège Henri IV de Béziers. Et donc, on avait siégé au conseil municipal des jeunes, dans la salle de conseil municipal de Béziers, en présence de monsieur le maire, Raymond Couder à l'époque, du coup, et de ses adjoints et conseillers municipaux. Et donc, j'ai grandi avec Raymond Couder à la tête de la ville et ses adjoints et ses conseillers municipaux qui m'ont réservé un superbe accueil. J'ai grandi de mes 12 ans à mes 23 ans avec ces femmes et ces hommes politiques, puisque j'ai grandi, j'ai œuvré, j'ai fait des actions, j'avais des réunions tous les mercredis quasiment. C'était un engagement qui était magnifique et qui était vraiment à destination du service public, de mes camarades. Quand j'avais mes copines qui allaient au sport parfois le mercredi, moi j'allais à mes réunions au conseil municipal, j'étais très investie. Pourtant, mes parents n'étaient pas du tout dans la politique. Ça m'est venu vraiment parce que j'avais envie... de faire des choses pour ma ville, pour les jeunes. C'était pour les jeunes, puisque j'étais jeune à l'époque. On a créé un skatepark, par exemple. On a créé un festival, Béziers sans frontières, pour la fête de la musique. On a fait franchement des choses incroyables, en fait. Voilà. Et à 24 ans, tu es élu. Comment ça se passe? Tu te présentes? Tu as des affiches dans la ville? Comment ça se passe? En fait, Raymond Couder avait envie de dynamiser son équipe municipale et de la rajeunir. Donc, j'ai postulé auprès de lui. Je lui ai fait une lettre de motivation. On était nombreux, plusieurs jeunes à avoir fait ça. Hein. Je n'étais pas la seule. Après, c'est vrai que j'avais cet avantage-là qu'il me connaissait depuis petite. Il m'avait vu à l'œuvre dans mon investissement, dans mon dévouement, dans ma capacité de travail quand même démesurée et dans ma fiabilité aussi, je pense. Je parle pour lui, hein, mais je pense que c'est ça qui l'a peut-être convaincu. Et il m'a répondu assez rapidement qu'il me voulait vraiment sur sa liste. Donc j'étais très honorée et en même temps, j'avais peur parce qu'à l'époque, j'étais quand même... vraiment un rayon de soleil, j'avais une façon de voir la vie, j'étais très solaire. Et j'avais peur que de rentrer dans la politique, dans cette arène, en réalité, j'avais peur que ça me change. J'avais peur que ça me blesse, ça me fasse du mal. Donc j'avais quand même pas mal de réticences, mais j'y suis quand même allée. Voilà, et donc oui, on a tracté, j'ai perdu beaucoup de poids d'ailleurs en traversant la rue de Béziers à pied, parce que j'ai énormément marché, mais pendant 3 mois, j'y suis allée au contact de la population pour essayer de discuter avec eux, de connaître leurs besoins, leurs envies, leurs intentions, leurs problématiques. Et ça a été une expérience incroyable. Et parallèlement, je faisais quand même mes études de droit. J'étais en Master 2 à Toulouse aussi. Donc c'était concomitant. À des moments, je me demande comment j'ai fait pour avoir cette énergie pour faire les deux. Et du coup, donc c'était lui le candidat? C'est le candidat. Toi, oui. Tu faisais partie de sa liste? Oui. Et ok, donc il est élu, tu es élu avec lui. Et qu'est-ce qui se passe après? T'as un poste? Ouais. Après, ce qui se passe, c'est qu'il m'appelle. Il appelle ses collègues. Hein, et puis, il me donne la thématique de ma délégation. Et là, il m'annonce il m'annonce, parce que tu n'as pas le choix, hein, tu ne peux pas choisir. Enfin, en tout cas, moi, à 24 ans, on ne m'a pas laissé la possibilité de choisir. À 24 ans, je suis élue de la République à Béziers et je suis en charge des personnes âgées et des liens intergénérationnels.
Et du coup, là, je tombe des nues parce que, et je ne crains pas de le lui dire. Alors là, c'est incroyable le courage que j'ai, enfin, en fait, la spontanéité plutôt, et le culot, parce que quand même, c'est le big boss quand même de la ville, hein. Il était déjà maire en place lors du précédent mandat. Et je lui dis au téléphone et je me rappelle exactement où j'étais quand il m'a annoncé ça. J'étais au Papagayo, en face de la fac de droit. Je prenais un café et il m'annonce: Sophia, tu vas t'occuper des personnes âgées et des liens intergénérationnels. Je suis tombée des nues, je commençais à trembler, je me suis dit: mon Dieu, comment je vais faire? Je ne sais pas m'occuper des vieux. Je me suis vue vraiment. Je m'attendais à ce qu'il me donne une délégation comme. En même temps, je n'avais pas réfléchi à ce qu'il pouvait me donner. Je lui faisais confiance. Et en réalité, heureusement que j'ai fait confiance parce que je me suis éclatée. Je me suis éclatée. J'ai découvert en fait les personnes âgées, leur sensibilité. Et si j'avais peur de m'occuper des personnes âgées et d'avoir cette thématique, cette délégation, c'est parce que ma maman était aide-soignante dans les maisons de retraite. Et que toute mon enfance, je l'ai vue travailler auprès de personnes âgées, surtout en fin de vie, et que ça me terrorisait en réalité d'être confrontée à ce qu'elle avait vécu, alors qu'en fait, je me suis épanouie, j'ai apporté beaucoup de choses avec ma jeunesse, ma fougue, mon énergie débordante. J'ai organisé, par exemple, un thé dansant gratuit une fois par mois. Ah, c'était incroyable parce qu'en fait, les personnes âgées, elles adorent danser et c'est leur moment de rencontre. J'ai organisé un voyage à Paris pour les personnes qui étaient démunies, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. J'allais chercher de l'argent un peu partout dans les institutions de la ville. Je me suis démenée. J'étais actrice du CCAS, c'est le Centre d'action communale d'action sociale. J'ai été très investie, j'ai beaucoup aimé travailler et créer des liens entre les jeunes générations, les diverses générations. Ça a été vraiment une grande étape de ma vie. Aussi été élu à la mairie et à la métropole de Toulouse. Comment ça s'est fait de Béziers à Toulouse? Ah oui, j'ai été effectivement élue à la mairie de Toulouse en 2014. Donc en 2008, c'était à Béziers. Et lorsque je finis mes études de droit, je passe l'examen d'avocat, je le réussis. Je rentre à l'école des avocats à Toulouse. Et je rencontre celui qui va devenir mon mari en réalité. Et là, je réalise que les allers-retours Béziers, Toulouse, l'investissement, parce qu'en fait, je passais énormément de temps à faire des allers-retours en semaine parce que j'étais très impliquée dans ma délégation d'élus à Béziers, je le prenais à cœur. Hein. Je n'ai pas abandonné malgré le fait que je fasse mes études. Hein. J'avais des dérogations parce que comme j'étais élue, j'étais exonérée de certains cours. Voilà. Mais par contre, je sentais bien qu'il était arrivé le moment pour moi de lâcher Béziers, de lâcher cette ville de cœur, ma ville de naissance, et de me consacrer vraiment à mon métier en réalité. Et c'est mon mari qui m'a convaincue. Il m'a dit, mais c'est trop dommage. Enfin, mon mari, c'était mon copain, parce qu'on n'était même pas fiancés. Hein. C'était mon copain. Il me dit, mais tu devrais vraiment continuer la politique, c'est dommage. Et c'est lui qui m'a poussée. C'est lui qui m'a poussée à rencontrer Moudenc, donc Jean-Luc Moudenc, qui était élu de l'opposition à l'époque et challenger pour les élections municipales 2014. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence Harribagé, qui était une de ses très proches et avec qui j'ai eu un véritable coup de cœur. Et elle aussi, on a eu un coup de cœur amical. Et c'est elle qui a envoyé l'information à Jean-Luc en lui disant il nous la faut. Et donc j'avais un peu peur parce que je me suis dit purée, je commence ma vie d'avocate. Enfin, bientôt, parce que je n'étais pas encore. Et je vais encore être élue. Et je sais à quel point je donne. J'avais très, très peur de ça. Je ne me suis pas trompée quand même, hein, parce que j'ai beaucoup donné. Et comment j'ai fait? Il m'a reçue. Premier entretien. Et là, il m'a posé des questions. Et de manière assez incroyable, on a parlé d'histoire. Beaucoup d'histoire. Parce que je suis passionnée d'histoire et lui aussi. Et je crois que ce truc-là entre nous a fait qu'on on a bien matché. Voilà, donc il m'a quand même mis numéro 15 sur sa liste. Hein, j'étais en place éligible. Hein, c'est incroyable, hein, parce que voilà, donc je suis passée de la fin de mon mandat à Béziers à un engagement challenger. Techniquement, on ne devait pas gagner. Voilà, avec Jean-Luc Moudenc, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré des personnes fabuleuses qui sont encore pour la plupart des amis. Ça a été vraiment une expérience magnifique et c'est vrai qu'il m'a donné des grandes responsabilités. Dès le départ, j'ai été élue maire de quartier du plus gros quartier de Toulouse, 38 000 habitants, Le Buscat, Saint-Michel, Sainte-Agne et Ampalo.
Ampalo, un quartier QPV prioritaire. Et c'est moi qui ai vraiment demandé à avoir ce quartier-là. Et Jean-Luc m'a dit, si tu veux Ampalo, tu prends le package. Il y aura également Sainte-Agne, Saint-Michel et le Buscat. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est l'organisation de la ville. Et je lui ai dit, bon ben d'accord, 4 quartiers complètement différents avec des thématiques et des problématiques absolument différentes. Et j'y suis allée et j'ai adoré. Et genre, tu fais quoi au quotidien? Je faisais quoi au quotidien? Des exemples, quoi. Des exemples. Alors, j'étais très, très, très cadrée, c'est-à-dire que mon planning, je faisais à peu près 90 heures par semaine, parce que j'ai été élue en fait en avril 2014 et j'ai été avocate le 1er janvier 2014. J'ai été 3 mois avocate, uniquement avocate. Et ensuite, j'ai commencé mon activité d'avocate en étant élue de la 4e ville de France, maire de quartier. J'étais également élue, faut pas rigoler, mais au lien intergénérationnel. C'est ce qu'il avait au départ. Parce qu'il avait eu écho de ce que j'avais fait à Béziers, donc ça lui parlait à fond. J'étais élue aux médiathèques et aux bibliothèques de la ville. Alors là, un travail colossal. On est une des villes avec le plus de médiathèques et bibliothèques de France en réalité. Il y avait un travail incroyable. C'était incroyable cette délégation et ces enjeux. Voilà, c'est quand même un engagement fort. Et ce que je faisais, j'étais très cadrée entre la mairie de quartier et les réunions publiques, énormément de réunions publiques. On a donné Donc, tu parles avec les gens? Ah oui, ah oui. En fait, avec Jean-Luc Moudinque, on a mis vraiment le citoyen au cœur de tout, avec une pédagogie incroyable et on a vraiment abordé la position de l'élu dans une véritable démocratie locale. On plaçait le citoyen au cœur de tout. Et les habitants arrivaient à nous faire changer d'avis dans leur intérêt, dans l'intérêt de la collectivité. C'est ça qui était assez fort. On avait une équipe d'élus vraiment très spécialisée dans des thématiques et les maires de quartier travaillaient et œuvraient avec les élus délégués avec des thématiques, comme par exemple la voirie. C'était quand même un gros sujet à Toulouse. Ça pouvait être aussi le stationnement. J'ai mis en place le stationnement résident dans beaucoup de mes quartiers et alors là, les habitants étaient les plus heureux du monde. En fait, tu œuvres du passage piéton devant l'école, voilà, qu'on te demande et qu'on demandait depuis des années et que moi, j'ai réussi à mettre en place en 7 jours. Le directeur d'école était choqué. 7 jours, passage piéton, ok. Des directrices de crèche qui veulent aborder des thématiques également sur les abords du quartier d'Ampalo. Ça allait au grand projet de rénovation urbaine, de savoir si on mettait un terrain de foot ou un terrain de foot et un terrain de rugby, avec des enjeux. Voilà. Toulouse, rugby aussi. Exactement. Mais à Ampalo, par exemple, il y a plus de potentialité de foot que de... Voilà. Et en fait, les normes de terrain et le prix d'un terrain est colossal. Donc, si tu fais un terrain mixte, ça va être beaucoup plus cher. Et voilà, c'est très compliqué. Et il faut l'espace. Voilà, c'était vraiment des choix d'orientation. Les questions qui se posaient aussi, c'était si on piétonne des rues. Et ça t'a avantagé d'être élu dans ton métier d'avocat? De faire de la politique, ça m'a pas du tout avantagé dans mon métier d'avocate, tout simplement parce que j'ai choisi dès le départ de cloisonner mes deux activités. Dès le départ, je n'ai pas voulu être avocate à Toulouse. Je me suis installée à l'Union, qui est une petite commune à côté. J'ai eu la chance d'être formée par une mentor exceptionnelle, qui est Maître Morand. Et j'ai eu cette chance-là parce que je ne voulais pas justement de me dire à moi-même, ils viennent me voir parce que je suis élue. Et en réalité, ça a plutôt bien marché parce que j'ai commencé mon exercice d'avocat, alors beaucoup en permanence pénale, beaucoup en permanence du bâtonnier qui me donnait des dossiers. Voilà, c'est vrai qu'au départ, on commence comme ça. Et puis ensuite, il y a eu le bouche à oreille, mais le bouche à oreille de mes clients. Et tu étais connue pour quoi au début? Quand j'étais avocate, je pense que j'étais connue parce que j'étais quand même particulièrement... excessive et virulente dans les dossiers. J'étais dans un élan total d'injustice quand j'avais des clients hommes qui se voyaient en fait pas du tout qu'on retirait l'accès à leurs enfants comme une arme en fait. Ça m'insupportait. Donc au départ, je me suis fait connaître sans le faire exprès. Vraiment en défendant les hommes. Ça a été après le cousin, le copain, le collègue, l'ami qui me recommandait. Et j'ai vraiment beaucoup défendu les hommes parce que aujourd'hui, les hommes du XXIe siècle, dans leur place de papa, c'est pas les mêmes hommes qu'au XXe siècle, au XIXe siècle. C'est des hommes qui s'impliquent, qui s'engagent et qui ont peut-être été des mauvais compagnons, des mauvais maris, parfois même déplorables, mais qui peuvent être des très bons papas. Et j'arrivais toujours à voir quand même avec mon intuition, dès le premier rendez-vous, s'il faisait partie de ces mecs qui voulaient vraiment faire du mal à Alex
en utilisant aussi les enfants ou si vraiment il était sincère. Et la plupart du temps, vraiment, je pense que je ne me suis pas trompée, donc je redonnais un petit peu de place. Voilà. Et l'énergie déployée pour défendre les hommes, elle est démesurée par rapport à la défense des femmes. Et aujourd'hui, tu as plus de femmes ou d'hommes? Alors aujourd'hui, je me suis réconciliée avec la femme parce que j'attire des femmes qui me ressemblent beaucoup, qui sont de belles personnes, qui ont vraiment envie de se séparer dans la dignité, qui ont envie de tourner la page, qui ont envie d'être accompagnées par une personne qui les comprenne, qui les place au cœur et qui arrive à apaiser leur état émotionnel dans le juridique. J'arrive à traduire en droit ce qu'elles ressentent en fait, notamment les questions, par exemple, financières. J'arrive à faire des budgets avec elles, de répondre à des besoins parce que finalement, parfois, on se pose des questions et on s'auto-répond sans avoir la véritable réponse juridique. Et j'accompagne mes clientes dans le très long terme. Je ne suis pas l'avocat one-shot, hop, court terme. Je vois vraiment dans le long terme et c'est la raison pour laquelle mes clientes ne reviennent jamais. Et si elles reviennent quelques années plus tard, c'est pour améliorer encore. Et là, c'est vraiment dans l'amiable, dans une phase d'amiable. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les clientes qui viennent à moi sont des personnes vraiment très lucides, très centrées sur leur avenir, sur elles, sur leurs enfants, sur leur activité professionnelle. Et je fais écho à ces femmes-là parce qu'elles sentent qu'avec moi, elles vont avoir cette possibilité-là de se séparer sans se déchirer, sans se détruire, sans casser les enfants, sans se casser soi-même et sans détruire l'autre. Et je pense qu'avant, je n'arrivais pas à tirer cette clientèle-là parce que déjà, je n'avais pas moi-même intégré comment matérialiser ça, comment accompagner les personnes qui se séparent. Quand on débute, on est un électron libre. On ne nous apprend pas vraiment à être avocat. Et aujourd'hui, tu fais que du divorce ou séparation à l'amiable. Tu dirais, tu as combien de taux de réussite à l'amiable à peu près? Alors aujourd'hui, c'est très récent, je me consacre et je rêve de me consacrer qu'au divorce amiable et aux séparations amiables. Après, c'est très complexe parce que parfois, on n'y arrive pas. Tout simplement parce qu'il y a de l'autre côté, c'est compliqué. Donc, quand c'est de l'amiable et qu'on vient chez moi pour de l'amiable, honnêtement, j'ai quasiment 100% de réussite. Mais parce qu'il y a vraiment une méthodologie, une méthode, un accompagnement sur mesure avec vraiment un audit très précis des besoins de mes clients, que ce soit un homme ou une femme, parce que souvent, les besoins ne sont pas connus. Ils pensent que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils ont besoin. Et en réalité, ils répondent à un questionnaire. Ils sont tout seuls chez eux, ils répondent à un questionnaire. Ce questionnaire-là, quand ils y répondent, je le reçois instantanément, je l'analyse. Et 7 jours plus tard, ils reçoivent un autre questionnaire qui n'est pas fait pareil, il n'y a pas tout à fait les mêmes questions dans l'ordre, c'est un peu construit différemment. Et déjà 7 jours plus tard, avec déjà la première semaine d'accompagnement, les réponses, elles sont sensiblement différentes. Ils ont déjà avancé. Et ensuite, il y a un autre questionnaire à 30 jours. Alors celui-là, il est magnifique parce que c'est à ce moment-là que mes clientes et mes clients sont stupéfaits de voir à quel point leur état d'esprit a changé et ils ont vraiment cerné leurs véritables besoins et leurs véritables intentions. Et c'est là qu'on se rend compte que le travail il peut vraiment commencer. Et il y en a qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, c'est clair et net. Ils ont déjà travaillé en amont et ils savent ce qu'ils veulent et j'arrive à le matérialiser en droit. Et l'accompagnement est totalement sur mesure en tenant compte de leurs propres besoins et de leurs intentions. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre en place les mêmes actions juridiques en fonction de leurs besoins? Quand je divorce quelqu'un à l'amiable ou quand je sépare quelqu'un à l'amiable, effectivement, je ne mets pas du tout en place les mêmes choses pour l'un et l'autre. C'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça que c'est très fort et très puissant de divorcer à l'amiable ou de se séparer à l'amiable, parce qu'on peut closer. On met des clauses, on met des préconisations, on met des subtilités que dans un jugement, sauf si c'est un accord total avec un divorce accepté, où là on peut aller aussi dans ce sens-là, c'est très complexe et très particulier. Donc oui, les deux avocats qui co-rédigent sont dans un pouvoir quand même juridictionnel finalement, puisque le juge nous autorise à co-rédiger une convention de divorce et à la closer, donc à mettre des clauses, à mettre vraiment du sur-mesure par rapport à l'organisation de la vie des enfants. C'est très particulier, je trouve que c'est vraiment puissant. Et c'est ça qui permet, à mon sens, de vraiment s'engager dans le respect. Voilà. Après, la convention de divorce ou parentale, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est une base d'applicabilité des modalités. Et s'il y a un problème,
on applique la convention. Mais si c'est à l'amiable, on peut déroger à tout. C'est ça qui est très très fort. Et d'ailleurs, c'est écrit. À défaut d'accord amiable, à défaut de meilleurs accords, voilà ce qui s'applique. Mais à tout moment, les deux parents peuvent bien sûr changer les règles. S'il y en a un qui veut partir un mois en Polynésie, alors que normalement ils ont 15 jours, ben, c'est plutôt dans l'intérêt de l'enfant de dire ok, pars en Polynésie pendant un mois et moi ben, je rattraperai mes 15 jours. Voilà. On n'est pas dans le quota des jours, dans l'égalité pure et simple à la demi-heure près. Et du coup, si je veux travailler avec toi, je t'appelle et... Si tu veux travailler avec moi, tu prends le premier rendez-vous, qui est obligatoire. Il dure 1 heure et on parle vraiment de toi, de ton dossier, de ta situation, de tes enfants, de ton époux, de ton conjoint. Et on essaie d'aborder ça. Et puis ensuite, je te propose clairement un plan étapisé. Avec moi, tu seras vraiment en sécurité émotionnelle parce que tout est cadré. Voilà, je suis un avocat très sécure et très cadré parce que je pense que justement, quand tu divorces ou tu te sépares, tu as besoin que quelqu'un soit là pour prendre ton dossier et le mettre sur ses épaules.